Mesdames, Messieurs, bonjour. En raison de la crise du Covid-19, la COP26 prévue pour 2020 a été reportée pour 2021. C'est pour cela que nous nous réunissons aujourd'hui pour débattre sur les mesures à prendre pour limiter le réchauffement climatique. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'être en présence de représentants de pays déjà très engagés dans ce défi, tels que la France, la Suède et la Norvège, mais aussi de pays en voie de s'affirmer dans ce domaine, soit la Chine, l'Inde, les États-Unis et le Sénégal. Enfin, nous accueillons les organismes tels que le GIEC, l'association WWF et Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Tout d'abord, il me semble qu'un point sur l'évolution du climat, des causes et de ses conséquences du GIEC nous permettrait de nous éclairer en vue du débat. Alors tout à fait. Le dernier rapport d'évaluation du GIEC, donc qui est, je le rappelle, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est chargé depuis plus de 30 ans de fournir un état des lieux sur l'évolution du réchauffement climatique, a été coordonné par 91 scientifiques de diverses nationalités et a été publié en 2017. Il stipule que le climat mondial s'est déjà réchauffé d'environ 1 degré en moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle. Au rythme d'émissions actuelles, le réchauffement climatique atteindra 1,5 degré entre 2030 et 2052. Sans rehaussement de l'ambition des pays signataires de l'accord de Paris et sans mise en œuvre des mesures nécessaires, le réchauffement climatique global devrait atteindre 3 degrés d'ici 2100. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ça signifie qu'entre 2021 et 2050, en France, les vagues de chaleur estivales deviendront plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Je tiens à vous rappeler l'été 2003, la canicule de l'été 2003, et ce serait un exemple de vagues de chaleur que nous aurons droit dans le futur. Et même ces vagues de chaleur seraient régulièrement dépassées. Nous aurions aussi droit à de grandes sécheresses agricoles, inconnues de notre climat actuel en France d'ici 2100, ce qui représente environ 100 millions de personnes pauvres dues justement à cette perte dans le domaine de l'agriculture. Mais également, on parle de pluies extrêmes, d'incendies de forêt, de catastrophes naturelles, encore plus intenses que celles que nous connaissons aujourd'hui, des écosystèmes en danger, et d'ici 2100, jusqu'à 77 cm de hausse du niveau de la mer par rapport à 1995. Alors j'espère que maintenant que vous avez connaissance des faits, vous pourrez prendre en considération l'urgence et l'importance de la question du réchauffement climatique. Déjà, je pense que pour construire des voitures électriques, il faudrait rendre plus propre la façon dont on extrait justement les métaux rares. C'est très sale, on essaie de retirer les différents composants qu'on va rejeter justement dans les nappes phréatiques, dans les fleuves. Ça passerait donc par là, déjà rendre plus propre pour éviter la pollution d'écosystèmes, et ça passerait secondement par une haute manière de produire l'électricité. C'est sûr que si on rend plus propre la façon dont on construit nos voitures électriques et qu'après l'électricité pour les recharger, on utilise ça par le pétrole, par le gaz, par le nucléaire, ça n'aura servi à rien. Il faudrait donc rendre plus propre la façon dont on construit nos voitures et la façon dont aussi l'électricité que l'on consomme pour pouvoir les recharger soit plus propre, par l'énergie renouvelable, par des barrages hydroélectriques. Nous on l'a fait en Chine, le barrage des Trois Gorges sur le fleuve Yangtze, où ça produit énormément d'électricité. Nous, l'énergie renouvelable en Chine, c'est plus de 1,8% de la part de l'hydroélectrique. On tend à évoluer, et si tous les pays faisaient pareil, si on rendait plus propre par la transition écologique, on pourrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre, diminuer la pollution, et aussi, ça passerait aussi par une sensibilisation justement des populations, où ils se rendraient compte que les États commencent à prendre conscience qu'on évolue dans la transition écologique. Oui, ça m'aide. Moi, je suis d'accord avec la Chine, mais au bout d'un moment, après quelques années, je pense que l'électricité sera aussi limitée, et du coup, il faudra trouver encore une autre solution. Donc, à partir de ce moment-là, on a un peu
comment dire, on a un peu coincé. Oui, mais si vous essayez de passer à des nouvelles manières de produire comme l'éolienne, aussi les panneaux solaires, la Chine, justement, nous produisons un tiers des panneaux solaires. Nous pouvons donc aider des pays qui ont des gros problèmes pour pouvoir s'approvisionner en énergie renouvelable. Nous sommes aussi le plus grand producteur d'éoliennes au monde. Nous pouvons donc, par coopération, par accord, aider des pays comme vous, le Sénégal, qui avaient besoin et qui avaient très peu d'espoir justement en les énergies renouvelables, qui ne paraissent pas pour vous durables sur le long terme. Norvège, pays également très engagé. Donc nous, concernant les gaz à effet de serre, il faut savoir qu'on est le premier pays à avoir soumis donc, à l'ONU une contribution nationale déterminée, revue à la hausse, donc de la COP26. Donc on s'est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50%, tendant vers les 55% d'ici 2030. Par rapport à 1990. Donc cette réduction pourrait également être de 90 à 95% d'ici 2050. Donc on s'est engagé à aller beaucoup plus loin que l'accord de Paris qui prévoyait une diminution de 40% donc, de ces émissions. C'est pourquoi donc, depuis début 2020, en Norvège il est interdit de chauffer les bâtiments au fioul. Donc cette mesure devrait permettre de diminuer donc, les émissions de gaz nocifs, qui étaient estimées à 53,9 millions de tonnes en 2015. Néanmoins, il sera toujours possible donc, de se chauffer par des moyens électriques, sachant que l'électricité en Norvège est destinée, donc l'électricité destinée à la consommation domestique en Norvège est issue d'origine éolienne. Nous parlons de gaz à effet de serre, seulement ce n'est pas la seule cause du réchauffement climatique. Il y a par exemple la déforestation, l'agriculture, le non-tri des déchets. Comment combattre cela? Oui. Donc comme vous le savez, la déforestation et la dégradation forestière est un enjeu majeur pour la planète. 43 millions d'hectares de forêts ont disparu entre 2004 et 2007 dans les 24 fronts de déforestation identifiés par la WWF. Donc 10% de la déforestation mondiale est importée par l'UE. Donc nous avons mis en place le RBUE, donc c'est le règlement bois de l'UE, pour éliminer les bois d'origine illégale en Europe. Nous avons aussi créé un certificat FSC pour valoriser la gestion durable de la forêt afin de la protéger sur le long terme. Donc il est important de renforcer la protection des forêts et des océans, car ce sont des puits importants pour réussir à construire un monde neutre en carbone. Et puis, quoi qu'en disent les États-Unis, il y a aujourd'hui une véritable prise de conscience de l'urgence de la question climatique. Je rappelle que l'accord de Paris réunit 193 pays dans le monde. Uniquement la Turquie est exclue de cet accord. Et je tiens à dire que c'est un petit peu le comble que ce soit les États-Unis qui se soient retirés justement de cet accord en 2020 qui donne des leçons de morale aux autres pays en insistant sur l'importance de la question climatique, alors que c'est justement l'unique pays ici présent à s'y être retiré. Je suis du Thaïlande, je ne suis pas de Londres, donc je pense que la vision que j'ai sur le réchauffement climatique est totalement différente de ce que a pu penser mon prédécesseur Donald Trump. Et c'est pour cela que j'ai énuméré tout à l'heure toutes les actions que je veux mettre en place, notamment puisque c'est quelque chose qui me tient à cœur et dont j'ai envie de lutter, c'est le réchauffement climatique et notamment donc, la diminution des gaz à effet de serre. Ce que je disais précédemment, c'est que peut-être que les pays ont une prise de conscience de ce réchauffement climatique, mais à contrepartie, on ne voit pas alors des résultats concluants, ou alors ils ne se fixent pas des objectifs assez conséquents pour une diminution du réchauffement climatique. Donc peut-être que tous les pays ont une prise de conscience, mais dans tous les cas, ils n'agissent pas comme ils devraient agir. Et vous avez tout à fait raison, j'ai des chiffres justement devant moi, ils sont alarmants, c'est exact. Et c'est pour ça que le plan climat de 2014 justement cherche à rendre l'accord de Paris irréversible justement pour les pays sans possibilité de recours.
pour conclure, nous avons eu donc un bilan alarmant du GIEC concernant l'évolution du climat, des causes et de ses conséquences. L'ONU a pu nous donner la nature de ce défi qui est de limiter aux échelles nationales le réchauffement climatique. La COP21 produite à Paris, son défi n'a pas été très concluant. L'objectif de limiter à 1,5 degré les hausses des températures a été un objectif trop élevé. On voit une prise de conscience des États avec le réchauffement climatique. Par les États déjà développés, riches, qui veulent également aider les pays en voie de développement, qui ont eu des difficultés, que ce soit économiques ou d'autres ordres, à s'affirmer dans ce domaine. Merci à tous. Merci.